Emmanuel Narchon, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur studiokalita.com. Nous voulons parler avec vous de divers développements, on peut dire diplomatiques, qui sont produits cette semaine, et aussi de la perspective du voyage du Premier ministre Binyamin Netanyahou la semaine prochaine en Amérique latine et à New York ensuite, son discours attendu le 19 septembre devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors tout d'abord, deux points concernant ce qui s'est passé cette semaine. On a vu l'État d'Israël, le ministère israélien des Affaires étrangères, réagir très vivement à la menace, en tout cas aux essais nucléaires de la Corée du Nord en début de semaine. Alors pourquoi, quel est le positionnement de l'État d'Israël dans ce dossier face à la Corée du Nord? Et est-ce que finalement, lorsque le gouvernement et le ministère israélien des Affaires étrangères réagit sur la Corée du Nord, eh bien Binyamin Netanyahou, le chef de la diplomatie israélienne, sous-entend avant tout mettre en garde la communauté internationale face aux agissements de l'Iran? Oui, il y a certainement un lien entre la Corée du Nord et l'Iran, et on voit ce lien en fait démontré en permanence. Donc il est bien évident que pour nous, ici en Israël, étant donné que notre première priorité c'est la sécurité d'Israël et c'est la situation régionale, ce qui se passe en Corée du Nord est très important parce que ça a un effet effectivement sur la politique iranienne. Et ce que nous voyons ces dernières années, c'est qu'en fait, la situation ou le manque d'agissement de la communauté internationale qui a permis à la Corée du Nord de développer des armes nucléaires et aussi de faire des essais nucléaires de temps à autre, eh bien, c'est le même état d'esprit qui caractérise aussi la position de la communauté internationale face à l'Iran. Et cela, évidemment, est extrêmement dangereux. Alors, ça c'est pour la Corée du Nord, mais on a remarqué, bien entendu, cette semaine, la petite phrase de Binyamin Netanyahou sur des relations excellentes, de plus en plus étroites entre Israël et les pays sunnites du monde arabe, les pays modérés du monde arabe. Et bien entendu, là aussi, Binyamin Netanyahou a voulu faire passer un message. Quelle est l'intention du ministre des Affaires étrangères dans le cas précis, puisque cette déclaration a été faite à l'occasion donc du toast porté pour Rosh Hashanah dans les bureaux donc du ministère israélien des Affaires étrangères? Que veut dire Binyamin Netanyahou lorsqu'il parle de cela? Voilà, en fait, je crois que c'est un message qui est destiné à plusieurs audiences ou à de multiples audiences en parallèle. Tout d'abord, il y a certainement un aspect aussi de politique intérieure, puisque en Israël, certains politiciens prétendent qu'Israël est isolé. Et qu'en fait, les relations d'Israël avec le monde se détériorent. Or, cela n'est absolument pas le cas, et je crois que c'est un message qui est très important de dire en Israël même, écoutez, sachez que notre pays n'est absolument pas isolé. Bien au contraire, nous avons de plus en plus de relations, alors que ce soit avec les pays d'Afrique, d'Amérique latine, et comme l'a mentionné Monsieur Netanyahou, avec aussi certains pays arabes. D'autre part, c'est un message qui est destiné vraiment au monde arabe et à la communauté internationale, parce que cette normalisation, ou disons que ce début de dialogue avec le monde arabe, c'est quelque chose qui est très important, qui permettrait éventuellement d'assister à la stabilisation du Moyen-Orient, qui permettrait aussi éventuellement de renouveler des contacts avec les Palestiniens. Et tout cela, évidemment, est très important, et je crois que ça rend le positionnement d'Israël dans la région et dans le monde beaucoup plus positif et beaucoup plus facile. D'autre part, ce sont les éléments, en fait, que je suppose que M. Netanyahou présentera aussi aux Nations Unies lors de son discours, parce que d'un côté, effectivement, il faut montrer quels sont les dangers. Et les dangers, nous les connaissons, que ce soit l'Iran, la Syrie, Hezbollah, etc. Mais d'autre part, il est très important d'indiquer aussi quelles sont les opportunités et quels sont les aspects positifs. Oui. Alors, la grande inconnue, c'est que finalement, on ne sait pas, on n'est pas capable de mesurer l'ampleur de ce rapprochement entre Israël et ces pays sunnites, parce qu'en fait, bon, outre les déclarations du Premier ministre, outre les rumeurs qui circulent, on ne sait pas véritablement beaucoup. Et cela peut laisser certaines personnes, dirons-nous, s'enthousiasmer peut-être un petit peu trop tôt
ait parlé d'une réconciliation entre Israël et le monde arabe. Est-ce que c'est quelque chose de réaliste ou alors c'est plutôt, on peut parler plutôt d'accords ad hoc, d'alliances pour faire face par exemple donc à la menace du nucléaire iranien? Alors, il y a effectivement un aspect tactique. Parce que dans le monde arabe et en Israël aussi, on analyse en fait que les grands dangers de la région sont d'un côté le nucléaire iranien et d'un autre côté l'islamisme radical. Donc nous partageons la même analyse et il est bien évident que nous cherchons aussi des solutions et dans ce contexte-là, travailler ensemble, c'est tout à fait utile. Mais je crois que ça va beaucoup plus loin que cela. J'ai l'impression que dans le monde arabe, étant donné les grands changements qui ont eu lieu après le printemps arabe et après les événements de ces dernières années, il y a une meilleure compréhension, il y a une compréhension du fait qu'Israël est là, qu'Israël est un acteur régional très important et que coopérer avec Israël est quelque chose de positif. Alors, c'est dans le domaine de la sécurité, mais ça va au-delà de la sécurité, parce que Israël est quand même un pays qui est très développé économiquement et scientifiquement, et la coopération avec Israël peut être très avantageuse pour les régimes et pour les populations de la région. Est-ce que ce rapprochement, il est poussé, encouragé et en fait peut-être même provoqué par l'administration Trump, cette nouvelle administration Trump, en particulier après ce qui s'est passé à Riyad le 20 mai dernier, juste avant la visite de Donald Trump en Israël, sa rencontre avec plusieurs chefs d'État. Est-ce que ce sont les Américains qui accompagnent, on va dire, ce rapprochement ? Mais c'est un rapprochement qui a raison d'être, même sans les efforts américains, parce que de la manière dont la région se présente maintenant, en fait, encourage des alliances et une coopération entre les éléments modérés. Mais il est bien évident que les Américains jouent aussi un rôle important. Il ne faut pas oublier que l'administration américaine précédente, l'administration Obama, en fait, s'était retirée du Moyen-Orient. Que l'administration Trump est beaucoup plus présente et qu'elle encourage ce genre de dialogue. Donc je dirais que c'est un mélange de tout et le résultat d'un point de vue israélien est tout à fait positif. Alors je voulais qu'on passe, on va changer de continent puisque Binyamin Netanyahou se rend la semaine prochaine en Amérique latine. Si je ne m'abuse, il s'agit de la première visite officielle d'un Premier ministre israélien en Amérique latine, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Ça paraît presque stupéfiant, étonnant que jusqu'à présent, eh bien, aucun des premiers ministres israéliens n'ait effectué la moindre visite officielle en Amérique latine. Comment expliquer cela sur le fond ? Oui, c'est exact. Alors, il faut quand même dire qu'il y a eu plusieurs visites de présidents israéliens. Oui. Donc, nous avons quand même eu des hautes personnalités israéliennes qui ont visité le continent, mais malheureusement pas de Premier ministre. Bon, ça va changer maintenant. Je crois que c'est une très très bonne nouvelle. Les pays d'Amérique latine jouent aussi un rôle important sur la scène internationale. Ce sont des pays amis. Et donc, cette visite permettra un rapprochement supplémentaire entre les pays et une très très bonne coopération, notamment dans le domaine économique. Alors, quelles sont les attentes de Binyamin Netanyahou lorsqu'il se rend dans ces pays? Si je ne m'abuse, c'est le Brésil. Le Brésil. Quels sont les pays qu'il va visiter? C'est l'Argentine, la Colombie et le Mexique. Oui. Alors, quelles sont les attentes de Binyamin Netanyahou? Est-ce que ça doit justement s'inscrire dans ce qu'il va faire par la suite, c'est-à-dire essayer de pousser des pays à réévaluer, on va dire, leur relation avec l'État d'Israël, en particulier sur la scène internationale, devant les instances de l'ONU? Oui, il y a cet aspect évidemment lié à la scène internationale, donc de demander à ces pays de voter en faveur d'Israël ou de ne plus voter automatiquement contre Israël dans les organisations internationales, mais d'autre part, il y a aussi un rapprochement bilatéral, puisque chacun de ces pays est très intéressé à avoir des relations avec Israël, parce que Israël est quand même, malgré notre petite taille, nous sommes quand même une puissance économique et scientifique non négligeable. Et donc, c'est tout à fait à l'avantage de ces pays que d'avoir de proches relations avec Israël. D'autre part, et certainement dans le cas de l'Argentine et du Mexique, il ne faut pas oublier qu'il y a de grandes communautés juives qui sont en fait un pont qui relie les deux pays. Donc ça aussi c'est important, il faut encourager ces communautés juives, il faut être présent sur place. Alors Binyamin Netanyahou, je le disais, prononcera le 19
septembre prochain un discours à l'ONU dans l'enceinte de l'Assemblée générale des Nations Unies. On se souvient de son précédent discours dans lequel il avait justement dit que l'ONU était en train de changer, que l'ONU ne le savait peut-être même pas encore, mais qu'elle était en train de changer parce que de plus en plus de pays suscitent un rapprochement dans leur relation avec l'État d'Israël. Alors effectivement, ce que nous venons de dire le confirme dans différents domaines, dans différents continents. Mais est-ce que finalement l'ONU est en train de changer aussi après la visite d'Antonio Guterres? Est-ce que l'on peut dire qu'une nouvelle ère est en train de s'ouvrir dans les relations entre l'ONU et l'État d'Israël? Vous savez, c'est toujours utile en politique internationale et en diplomatie d'être optimiste. Mais d'un autre côté, je crois que les réalités changent beaucoup plus lentement. Oui. Donc, effectivement, il y a un secrétaire général des Nations Unies qui est une personnalité très positive par rapport à Israël. Tous ces efforts de la diplomatie israélienne commencent à porter fruit, mais je crois qu'il faut montrer quand même une certaine patience parce que face à nous, il y a quand même des gens, des organisations, des pays qui sont des ennemis et qui agissent contre l'État d'Israël. Donc, nous ne sommes pas seuls sur la scène internationale. Mais quand on analyse le processus, il est tout à fait positif et tout à fait en faveur d'Israël. Et cela, même si effectivement on voit que des pays qui ont l'air apparemment extrêmement intéressés à renforcer et consolider leurs relations avec l'État d'Israël, je pense en particulier à l'Inde ou même à la Chine ou même à la Russie, eh bien, ont des relations, ils peuvent avoir des relations très proches, ces pays, avec l'État d'Israël, mais pourtant continuer à voter avec, on va dire, ce vote automatique anti-israélien lorsque des résolutions sont déposées devant le Conseil de sécurité ou devant l'Assemblée générale? Oui, tout à fait. On voit cette, cette impression de deux poids, deux mesures, c'est de très bonnes relations bilatérales et puis après des votes anti-israéliens. Alors, quand il s'agit de grands pays tels que la Chine ou la Russie ou l'Inde, évidemment, on est obligé de faire avec, malheureusement. Mais quand il s'agit de petits pays, là, nous ne pouvons pas l'accepter. C'est-à-dire qu'il y a certains pays auxquels nous avons dit très clairement, si vous voulez coopérer avec Israël, à ce moment-là, vous devez cesser de voter automatiquement contre Israël dans le cadre des organisations internationales. Alors, une dernière question, Emmanuel Narchon. Nous approchons de Rosh Hashanah. En général, c'est toujours la période des bilans. Et si on reprend l'année, on va dire 5777, vous avez une idée de combien de chefs d'État, de premiers ministres, de ministres des Affaires étrangères de pays sont venus en Israël, ont rendu visite en Israël? Combien y a-t-il eu de visites de chefs d'État et de premiers ministres à l'étranger? Vous avez une idée de cela, c'est-à-dire de l'action, de l'ampleur de l'action du ministère israélien des Affaires étrangères? Oui, alors je n'ai pas compté le nombre de personnalités étrangères qui sont arrivées en Israël, mais je peux vous dire qu'il est très élevé. Oui. On a en mémoire la visite évidemment de Donald Trump, la visite du Premier ministre indien, la visite du secrétaire général des Nations Unies et d'autres encore. Donc je crois que de ce point de vue-là, c'est une année qui est tout à fait positive, avec beaucoup de visites en Israël et d'autre part beaucoup de visites de hautes personnalités israéliennes à l'étranger, notamment la visite de M. Netanyahou en Afrique, sa visite en Inde, sa visite aussi en Asie centrale, qui est aussi un élément très important de notre diplomatie. Donc on voit effectivement beaucoup de visites des deux côtés et ça c'est très important. Eh bien, Emmanuel Narchon, merci de nous avoir éclairé donc sur l'ampleur des relations diplomatiques entre l'État d'Israël et la communauté internationale en cette perspective justement donc de l'Assemblée générale des Nations Unies. Merci d'avoir été avec nous et shalom, Shabbat shalom. Shabbat shalom. Voilà, il est 8h28 sur studioqualita.com. Nous allons marquer une pause et Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique qui est consacrée ce matin à David Areuveni. Elle nous dira qui était David Areuveni.